Donc, on commence avec tout sur le Venezuela et Maduro, parce qu'on a fait cette émission le 2 janvier pour dire ça va aller aux montagnes russes. On ne s'était pas rendu compte qu'on était tout en haut du début, tu sais, juste après le premier. Ouais, juste avant que ça commence, ouais. Parce que le 3, ouais, voilà, c'était ça. Le 3, on était, qu'est-ce qui se passe? En gros, Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés à Caracas par les forces armées américaines ce samedi 3 janvier. Nicolás Maduro et son épouse sont arrivés à New York dans la soirée. Donc, vous avez les articles. Vous avez une session photo, mais genre un truc, j'ai l'impression qu'il y avait les équipes de Hollywood qui étaient là. Regardez, si je tape Maduro capturé en image, ça m'a choqué de voir ça, tu sais, et que tu cliques sur une image comme ça, il n'y a que des images qui, on dirait, des mises en scène. Zut, pourquoi c'est vrai que celle-ci, avec le fond comme ça, un peu flouté, non, mais là, il y a un côté très regarde, cinématographique, là, ouais. Ici, là, tu vois, tu as ça, tu as ça, tu as un truc, bon, ça que j'ai pris pour la vignette, il y a vraiment, tu as même des trucs où ils sont en mode, ah, voilà, c'est celle-là. Regarde celle-là, on dirait, tu sais, qu'ils sont dans une situation grave et ils esquivent les tirs et machin. Mais c'est une mise en scène, le truc. Ils sont même pas discrets, bordel, quoi. Excusez-moi pour mon vocabulaire, mais... Bref. Et donc, on a Maduro qui est capturé, ok? Et tu le vois arriver à DEA, donc qui est là où il gère tout ce qui est contre la drogue et tout ça. Et il arrive habillé avec un bonnet super étrange. Je sais pas si c'est une cangoule mis à l'envers ou j'en sais rien. Et il dit quoi? Il dit « Bonne nuit et bonne année ». Et il n'a pas l'air stressé, le mec. Et il n'a pas l'air stressé. Et quand tu regardes les photos... Oui, c'est vrai. C'est les aventures du petit Nicolas, quoi. Tranquille. Ça, ouais. D'ailleurs, il y a eu un annoncé officiel de presse de l'Union européenne qui s'inquiète sur le climat, sur l'impact climatique de cette opération, parce que sa bouteille n'a pas un bouchon qui reste dessus. Putain, je croyais que c'était vrai ton truc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'Union européenne? Bouteille climato-sceptique. Ok, d'accord. Ouais, ok. Voilà, et donc ils ont attaqué Trump pour climato-scepticisme, tu vois. Et non, mais blague à part, le mec, en 3 heures, ou je sais pas combien de temps ça a duré son transport, il a été pris là-bas habillé comme ça, à gauche, il a été emmené au DA comme ça, après il a été plus loin comme ça, genre le mec, en 5 heures, je crois, en total, ou en 6 heures, il a changé 3 fois. Tranquille, ouais. Tu vois, il a pris une douche entre deux et tout. Donc... À mettre en parallèle avec tu sais, l'arrestation de Saddam Hussein, là, début du XXIe siècle. Là, pas besoin d'aller, j'ai une photo. J'ai. Ouais. Juste en dessous, tiens, regarde. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Pour rappel, voici à quoi ça ressemble un dictateur capturé. Ah ben, il a une sale gueule. Il a pas une belle gueule. Ambiance, ouais. Donc, et on montre pas les autres, si tu veux. Ça, c'est une des softs. Oui. Et tu as vu, il a changé de tenue, mais tu sais que les tenues là qu'il a portées Maduro, ils ont explosé les ventes pour chacune. Oui, j'ai vu qu'ils avaient fait ils avaient effectivement fait du. C'est pour ça qu'il a changé les tenues pour faire monter les ventes des entreprises. Donc, ça, on avait vu Saddam, et là, c'est Maduro qui est capturé et que sa vie serait en danger, etc., etc. Donc, il y a une multitude d'explications partout. Cela dit, il y en a une qui sonne plus cohérente que les autres. Okay? Le Venezuela, sous contrôle de la CIA. Tout d'abord, rappelons-nous que la CIA utilise les mafias locales pour mener leurs opérations illégales depuis la fin des années 40. C'était le cas en Italie dans la période des premières élections après la guerre, comme on avait vu dans cette émission-là, le 8, et c'était aussi le cas plus récemment avec le MS-13. On a parlé du MS-13, comme quoi il serait même impliqué à la mort de Seth Rich, c'est le gars qui a sorti cette histoire de Pizzagate, les emails de Hillary et tout ça. Et donc, en gros, l'État profond, quand ils veulent faire un sale travail, ils le font à travers les mafias locales. Ils vont aller, ils vont les payer, et ils vont leur dire, tu vas abattre lui, tu vois. Et on va dire que c'est la mafia des mafias, la CIA. Elle utilise toutes les mafias. Tu vois, la mafia albanaise est impliquée aussi. J'ai entendu plein d'histoires sur ça. La mafia italienne, évidemment, comme on a pu le voir, depuis très longtemps, elle est impliquée. Toutes les mafias, même en Colombie et tout ça. Donc, les grands groupes mafieux autour du globe deviennent souvent
la main qui fait le sale travail de la CIA. Donc ça, c'est... Regardez ces 2 épisodes de la série Révélation. On a même expliqué qu'il y a un cadre légal qui leur permet de faire ça. Et un soutien de l'État via le déni de... comment on a appelé Déni ça? plausible. Ouais, déni plausible. Et donc, ça veut dire que l'État américain doit soutenir ces opérations. J'explique le contexte. Les États-Unis, l'État américain doit soutenir les opérations de la CIA. Et si jamais ça dérape, ils disent non, c'est pas de la faute de la CIA, c'est pas... Nous, on ne sait pas, on connaît rien. Voilà. Ils nient tout. Et ils ont le cadre légal, ils ont créé un cadre légal qui leur va à eux. Et comme ils ont beaucoup de bombes et beaucoup d'armées, ils forcent leurs lois au reste du monde. Alors, Maduro est le chef de Los Soles, un groupe mafieux très violent, un peu comme MS-13, qui a des liens avec la CIA depuis longtemps. Donc, on va regarder un petit extrait de Alexis Poulain dans une émission, il parle de ça. C'est très intéressant. On parlait du trafic de drogue. Alors, le cartel de Los Soles, dont Maduro devait être le chef. Alors, le département de la justice américain a dit non, surtout pas, ressort pas les vieux dossiers, puisque le cartel de Los Soles avait été une création de la CIA pour accuser le Venezuela de trafic de drogue, avec des millions de tonnes de coke qui avaient été convoyées par les services du Venezuela aux États-Unis dans le cadre de ce cartel de Los Soles, opération donc sous couvert du renseignement américain. Tout ça est déclassifié. Il y a eu des aveux même. Il y a eu même des responsables de la CIA qui ont été obligés de démissionner, rendez-vous compte. Donc, c'est juste pour dire, ce n'est pas des histoires complotistes, là. C'est des dossiers qui ont été déclassifiés qui montrent clairement ça. D'accord ? C'est important. Et on parle de Los Soles, qui est ce groupe mafieux qui œuvre au Venezuela sous le contrôle de la CIA. Donc là, les mecs ressortaient le cartel de Los Soles. Ça me faisait ressortir des mauvais dossiers. Donc, ils ont tombé les charges là-dessus. Donc, en fait... Donc, justement, on va parler maintenant parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Mais en tout cas, l'explication, c'est que Maduro travaillait pour la CIA. En gros, tu vois. Il y a des choses qui se passaient aux États-Unis qui faisaient que... au Venezuela, qui faisaient que lui, il œuvrait pour la CIA. Et il œuvrait pour la CIA parce que là, on doit sortir une vidéo du passé. OK ? Cette vidéo-là. Où on a Sidney Powell, qui est l'ancien avocat de Trump, qui parle de quelque chose lié aux fraudes électorales. Je suis impatient de présenter toutes les preuves que nous avons recueillies sur Dominion. Donc, Dominion Voting System est une entreprise nord-américaine spécialisée dans la conception et la vente de systèmes de vote électronique, incluant des machines de vote et des logiciels destinés aux élections, qui sont utilisés un peu partout. Donc, voilà, en commençant par le fait qu'il a été créé pour produire des résultats de vote modifiés, le système Dominion, au Venezuela, en faveur de Hugo Chavez. Donc ça veut dire Dominion a fait son expérience au Venezuela avec Hugo Chavez, ok? Puis exporté à l'international pour manipuler les votes contre paiement dans d'autres pays, y compris celui-ci. Il a été financé par l'argent provenant du Venezuela et le Cuba, et la Chine y joue également un rôle. Donc le système Dominion a été construit par différentes entités, et il a été testé et mis en œuvre au Venezuela, et quand ça a marché là-bas et ils ont commencé à prendre leur repère, ils ont dit ok, maintenant on va l'exporter ailleurs. Et donc ils ont vendu, Dominion s'est mis à vendre un système de vote qui peut être frauduleux. Okay? Et le premier à l'avoir testé, c'était le Venezuela, il y a longtemps. Donc c'est très important. J'attends que tu finisses tout ou je t'interromps? Comment tu préfères qu'on fasse? Tu m'interromps quand tu veux. Ok. Parce que, alors, sur cet aspect-là, il y a d'autres choses que je vais dire sur le passé, mais sur cet aspect-là, tu as 2 acteurs pour les machines de vote, tu as Dominion et Smartmatic. Dominion, tu viens d'en parler. Smartmatic, c'est carrément une société qui a été créée par des Vénézuéliens et qui a été mise en place pour exactement les mêmes. Donc en fait, oui, ça c'est un point très important de toute cette histoire, c'est que le Venezuela est impliqué jusqu'au cou dans cette histoire de fraude électorale avec des machines qui sont utilisées partout dans le monde.
Donc c'est pas juste les États-Unis et le Venezuela. La France est concernée, enfin plein de pays de l'Union européenne sont concernés. Donc voilà, ça c'est effectivement un élément très très important. Et donc qui fait ce genre de magouille? C'est la CIA. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, tu sais, avec cette histoire des 2 épisodes de la série Révélation. Mais par contre, quand tu parles de la CIA, c'est là que j'ai une question. Parce qu'en fait, la CIA, on peut la voir aujourd'hui, la CIA d'aujourd'hui, sous 2 aspects. Tu as la CIA rogue un peu, qui fait un petit peu ce qu'elle veut et qui est effectivement connue pour être le plus gros trafiquant de drogue de la planète. Et tu as la CIA aujourd'hui, qui est sous contrôle de l'administration Trump. Une partie de la CIA, en tout cas, est sous contrôle de l'administration Trump. Là, tu parles d'aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, la CIA, elle est finie. Aujourd'hui, Ouais. la CIA, elle est finie. C'est ce qui est en train de se passer, c'est le démantèlement des opérations de la CIA, justement. Parce qu'il y avait la CIA au Venezuela, et justement, on va voir après, il y a le cas en Colombie aussi, parce que la Colombie, l'export de drogue. Tu sais, les Américains, ils ne sont pas allés en Afghanistan pour capturer Ben Laden, ils sont allés choper l'opium. Tu vois, on est Et là, en l'occurrence, Amérique cette CIA dont latine, tu parles aujourd'hui, parce que c'est arrivé aujourd'hui, enfin, c'est arrivé sous l'administration c'est la Trump. même, c'est la même mais c'est CIA. C'est la même CIA. C'est juste que la CIA d'aujourd'hui n'a plus les ficelles à tirer pour se sauver. Elle est obligée, du coup, de fermer sa gueule et de subir. Mais Bon, c'est je te les laisse terminer opérations. parce que j'ai pas bien compris encore où tu allais avec ton explication. mais Donc, je te laisse ça. Juste pour éviter la confusion, je crois que c'est important de soulever que la CIA, il ne faut pas la voir comme une institution américaine qui travaille au profit des États-Unis. C'est comme une espèce de mafia, en fait, qui travaille dans son propre intérêt, dans l'intérêt de certaines personnes qui sont autour Complexe de militaro-industriel, c'est super Voilà. simple. Hein. Tout ça, ça a été Oui, créé en même même époque. ça, avec... ça reste encore un peu simplifié parce qu'à l'intérieur de la CIA, tu as des sous-factions qui n'ont pas les mêmes intérêts. Tu vas avoir des factions qui vont être fidèles au président, comme c'est qui à la CIA en ce moment, c'est Radcliffe, là, qui, à mon avis, était fidèle au président Trump, les gens qui sont fidèles à Radcliffe et les gens qui sont contre cette chose-là. Donc la CIA, c'est cette espèce de tentacule. La structure de la CIA, justement, on a parlé dans les émissions, allez voir ces 2 épisodes et même les autres épisodes de la série Révélation parce que ça explique tout ça, justement. La CIA, tout ce qu'elle fait de bien, c'est juste pour qu'elle puisse camoufler le reste. Mais la CIA, dès le départ, c'est une institution qui ne devrait pas exister. Les services secrets, tu vois, les services secrets en général, c'est une vraie saloperie. Parce que c'est là-dedans qu'il y a toute la corruption qui va se cacher dedans. Pourquoi? Parce que c'est secret. Et Parce du coup, que c'est secret qu'ils sont au-dessus des lois aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont légalement au-dessus des lois. Donc, ce que je veux dire, c'est si t'as envie de faire de la saloperie, c'est le meilleur endroit pour te placer, quoi. Hein. Mais justement, donc c'est pour ça, la CIA, de par principe, c'est une saloperie. Comme la DGSE, la DGSI, tu penses en France, qui c'est qui gouverne? Macron. Mais non, qui va former les présidents qui arrivent? Qui va leur donner le protocole? Les services de renseignement, les services secrets. C'est eux qui gardent, c'est eux qui forment les présidents, c'est eux qui contrôlent. Et ça, c'est dans tous les pays occidentaux qui ont ce système-là, tu vois. Donc, la CIA en soi, c'est un outil diabolique, tu vois. C'est un outil diabolique dans le sens, c'est caché, c'est déguisé, c'est pour mais faire... Mais t'as pas encore exprimé ton point de vue, en fait. Selon mon point de vue, l'arrestation de Maduro. Ok, vas-y. J'y arrive. Pour moi, c'était important de faire le lien entre le fait que la CIA utilise les mafias. Los Soles, c'était une mafia utilisée par la CIA, et au Venezuela, c'est devenu un territoire de fraude électorale internationale. Tu vois, c'est là où ils expérimentaient, ils préparaient, ils organisaient. Et donc, je mets le contexte déjà. Maintenant, on a cette capture cinématique qui s'est produite, comme on a vu dans les photos. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Idriss qui avait partagé ça, c'est un compte Anonymous qui dit le 7 novembre 2025, ils avaient publié ce post-là, 7 novembre 2025, donc c'était un mois et demi avant. Maduro a probablement déjà acheté une propriété à Dubaï pour y passer sa retraite. Il cédera les droits pétroliers et les contrats aux oligarques américains du secteur des ressources naturelles, ainsi que des milliardaires, ainsi que des milliards à la famille Trump, blanchis par l'intermédiaire de tiers. La menace d'invasion n'est en fait qu'un moyen de pression pour s'assurer qu'ils fournissent davantage de butin. Si quelque chose venait à être bombardé au Venezuela, ce serait un théâtre de mort destiné à légitimer l'accord. Les Vénézuéliens paieront la facture que Maduro est prêt à encaisser. Une grande partie de la richesse nationale du Venezuela a déjà été transférée hors du pays par les alliés de Trump et la Russie. Okay? Donc, ce poste-là, il était sorti à ce moment-là, et donc il dit, si jamais il y a un truc, ce sera du cinéma. Ben là, on a eu un truc, et clairement, c'est du cinéma. Et pas seulement c'est du cinéma, mais
il ramène Maduro à New York pour des accusations liées à ce groupe mafieux Los Soles, machin truc, et d'un coup, la justice américaine décide de retirer l'accusation de chef de Los Soles, et ils disent que non, en fait, Los Soles, ça n'existe pas. C'est juste une expression pour parler des gens qui sont corrompus. C'est pas un cartel organisé, c'est une expression qu'ils utilisent là-bas pour parler des gens corrompus. Et donc, mais du coup, en faisant ça, ils te disent qu'ils sont allés le chercher pour rien. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'ils allaient le chercher. En fait, c'était plutôt une extraction, en fait. C'est-à-dire que c'était Maduro. C'était une exfiltration, ouais. Oui, c'était. Et Maduro, il est content parce que il s'en sort de tout ça avec beaucoup d'argent. Il va pas en prison. Et en échange, il va donner tous ceux qui lui mettaient la pression à la CIA, etc., etc. Donc, cette guerre intérieure aux États-Unis contre le pouvoir Trump et le pouvoir caché des services secrets et tout ça, tu vois, c'est justement là, il y a eu un gros coup qui a été reçu, que Trump a mis à la CIA, tu vois. Il y a... Et est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter? Parce que sinon, je vais rajouter ce que j'ai envie de dire sur ce truc-là. Non, c'est bon, tu peux. Mais vous pouvez m'interrompre. Hein, là, on est à l'actualité, on n'est pas dans les Y-Files et tout ça. D'accord. Bon, alors, il y a d'autres éléments à prendre en compte dans cette histoire. Déjà, avant que ça arrive, les semaines qui ont précédé cet événement, Trump a beaucoup tweeté fin 2025, début 2026 sur, effectivement, la fraude électorale de 2020. En disant, on a tout, ça fait à peu près un mois et demi, je dirais, qu'il insiste beaucoup, on a toutes les preuves, on va vous les donner, donc des choses qu'il a dit depuis des années déjà, mais là, il a remis une couche de manière très très virulente là-dessus, en disant la fraude électorale, là, 2026, ça va être l'année où la vérité sur la fraude de 2020 aux États-Unis va être révélée. Donc, ok, à prendre avec des pincettes. Mais là, du coup, quand on connaît le lien qui existe entre ce qu'on vient d'expliquer, le Venezuela, Smartmatic, Dominion, la fraude électorale, etc., l'arrestation de Maduro prend tout son sens. Ensuite, je vous invite à voir le web journal qu'Alexis Cossette a fait sur la question directement le lendemain sur ces sujets-là. Il est pertinent, il a une connaissance militaire qui est quand même assez approfondie et il t'explique que, comme c'était le cas pour la Syrie, comme c'était le cas aussi il y a quelques années pour Soleimani, militairement, ce qui s'est passé, ça fait aucun sens. Ils ont envoyé des hélicoptères qui ont traversé tout le pays, qui sont posés, qui ont pris Maduro, qui sont repartis, et personne n'a fait quoi que ce soit. Il n'y a pas eu un caillou qui a été lancé sur des hélicoptères et tout ça, dans un pays qui, vraisemblablement, ça fait un moment qu'il essaye de se bâtir une défense contre un coup d'État américain, donc de l'Amérique, de l'État profond, des Bush et compagnie, qui sentait venir depuis un moment. Donc, d'un point de vue militaire, tout ceci fait aucun sens. À rajouter à ce qui vient d'être dit par Léo, à savoir le côté très très cinématographique de cette arrestation. Donc, toutes ces choses sont en train se connectent bien ensemble. Le puzzle est très cohérent de ce point de vue-là. On rajoute à ça que dans des médias, même dans des médias mainstream, on nous explique que ça fait des mois, en fait, que cette opération, elle était planifiée. Ok ? Donc, des mois que cette opération elle est planifiée, Maduro là où il y a qu'un Anonymous qui te dit en fait c'est la fin du régime Maduro et en fait on va te faire une mise en scène et tout ça. Aucune résistance de la part de l'armée vénézuélienne d'aucune sorte que ce soit, et Maduro qui arrive et qui fait des grands smiles comme ça, qui est exfiltré avec sa femme. Effectivement, la théorie qui est la plus probable, la plus plausible en tout cas aujourd'hui, c'est cette théorie que Maduro, pour des raisons qui étaient personnelles, s'est fait exfiltrer des États-Unis. Il a plus la pression qu'il avait de par la CIA, de par les cartels, de par son peuple. Il a fait un deal. Il a fait un deal. Et ce qui nous intéresse, parce qu'il y a une partie de ce deal qui est masquée. L'argent qu'a tout touché Maduro, qu'est-ce qu'il fait avec ce pétrole, quels sont les intérêts dont on n'a pas connaissance, dont on n'a pas conscience au milieu de tout ça. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie Smartmatic, Dominion, fraude électorale, qui va être, le jour où c'est révélé, c'est un raz-de-marée sur le monde. Le jour où la première puissance de l'Occident, on se rend compte que ça fait des décennies que les élections sont truquées, ça va avoir un effet de tsunami sur toute la politique mondiale. Donc voilà ce que je voulais rajouter sur la question. Nico ? J'ai rien à rajouter. Alors, pour moi, c'est un truc à garder à l'œil, Rudy, tout l'aspect élection et tout ça. Mais pour moi, maintenant, je commence à ouvrir les yeux sur les conséquences et ne pas m'enfermer dans le narratif patriote pour que je puisse justifier tout et n'importe quoi. Justement,
maintenant, j'aimerais parler de 2-3 petites choses sur lesquelles je propose qu'on garde un œil. Okay? Et pour qu'on essaye de rester le plus objectif. La première chose, c'est le message qui est clair. Trump, enfin, la Maison-Blanche qui publie un post qui dit « fuck around and find out ». Qui veut dire essaye de chercher la merde, cherche-moi et tu me assumer trouveras. les conséquences. Ouais. Voilà, mais c'est dit d'une façon très vulgaire, on est d'accord. Et donc là, on a la Maison Blanche qui parle, comme le dealer du coin de la rue, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un petit peu un indicateur que j'aime pas, en fait. C'est les leaders, ils sont censés inspirer. Ils sont censés inspirer vers quelque chose de plus grand, de plus sacré, de plus pur. Pas de quelque chose de vulgaire, de sale, de vengeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, là, je me dis, OK, c'est une manière de faire pression. Moi, je kiffe pas, mais c'est comme ça. Et après, tu as le ministre de la guerre qui le dit aussi. Donc, le message est clair. Ils disent, essayez de nous la faire à l'envers et vous allez voir. Et Trump, dans un autre truc, dans une conversation avec un journaliste, on l'entend dire « La Colombie est dirigée par un homme malade. Il ne restera pas longtemps au pouvoir. » Il parle de la Colombie maintenant. Le journaliste qui dit « Il y aura donc une opération américaine en Colombie aussi ?» Et Trump qui dit « Ouais, cela me semble une bonne idée. » Juste après, le 5 janvier, 2 jours après. Tu vois? Et donc, ça veut dire Trump... Attends. Okay. C'est bon, et du coup, le président de la Colombie, il a parlé avec Trump, il a négocié, tu vois. Et donc, Trump qui dit « Ce fut un grand honneur de m'entretenir avec le président colombien », donc le 8 janvier, 3 jours après qu'il ait dit cette histoire d'opération en Colombie. Et donc, le président colombien Gustavo Petro qui m'a appelé pour m'expliquer la situation concernant les drogues et d'autres désaccords que nous avons eus. J'ai apprécié son appel et son ton. Et j'ai hâte de le rencontrer prochainement. Des dispositions sont en cours entre le secrétaire d'État Marco Rubio, blablabla. La rencontre aura lieu à la Maison-Blanche. Donc, ça veut dire le président colombien, là, il a baissé la queue, il l'a mis entre les jambes et il s'est incliné devant Trump. Parce que sinon... C'est une version, mais il y a peut-être d'autres versions. Hein. Je veux dire, c'est comme si jamais tu disais Elon Musk et Trump, ils s'étaient fâchés, maintenant ils sont réconciliés, ça veut dire que Elon Musk, il a baissé la queue, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que en fait c'est encore une de ces fausses disputes organisées et que moi ce que j'ai l'impression, alors je connais pas bien la situation colombienne, ceci dit j'ai l'impression qu'il a fait quand même des efforts au niveau des cartels de drogue, en tout cas c'est ce qu'on peut lire. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Non, mais il a ressenti une réelle menace, c'est-à-dire qu'il a compris que les jeux sont terminés. Là, en fait, les États-Unis se permettent de faire ce qu'ils veulent. C'est plus les mêmes. Là, globalement, les États-Unis, c'est plus les mêmes qu'avant. Ils n'œuvrent pas en cachet, ils le font à la vue de tous. C'est ce que j'allais dire. C'est comme dans notre drop Dark to Light, tu sais, de l'ombre à la lumière. Mais voilà, il y a quelque part chez Trump, et ça c'est depuis la rencontre avec Zelensky, vous vous rappelez que dans la Maison-Blanche, il y a cette volonté de ceux qui étaient à l'époque mis devant les gens avec des formules peaufinées pour la démocratie, les droits de l'homme, on doit intervenir, renverser le dictateur. C'est fini cette histoire. En gros, Trump, il dit, je vais vous montrer ce que c'est la réelle politique, et ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que la politique, c'était vulgaire, c'était violent, c'était la loi du plus fort, et vu que nous sommes les plus forts, nous faisons ce qu'on veut. Ouais, dit comme ça, il nous révèle le monde politique tel qu'il est dans les coulisses, pas le monde qu'on nous présente. Et justement, c'est une révélation du bordel dans lequel on vit et du monde de merde qu'on a créé. Et juste maintenant, on le voit. Trump, qui est le plus puissant, voilà, il y va. Et tu sais, Rudy, tu dis que c'est peut-être une histoire comme ça avec la Colombie et tout. Moi, j'ai un petit bonus supplémentaire, c'est celui que je parlais tout à l'heure. En Albanie, tu as cette vidéo qui est dans la presse albanaise, tu vois. Rama, qui est le premier ministre albanais, donc nous, c'est pas le président le plus haut, c'est le premier ministre, ok? Et le premier ministre albanais, comme on l'a vu plein de fois ici, c'est un des plus proches de Soros. Okay, que ce soit du père ou du fils. Il a beaucoup de photos avec Soros, il se montre fièrement et tout ça, tout ça. Donc, il a été convoqué d'urgence aux États-Unis. Okay? Hier ou avant-hier, je ne sais plus. D'urgence. La décision soudaine du Premier ministre, les révélations sont sur les puissants acteurs en coulisses font surface. Donc là, vous avez un analyste célèbre albanais, Fatmir Merkoci, s'adressant au magazine VIP, affirme que la justice américaine a convoqué Edi Rama
il ajoute que Rama se rendra aux États-Unis et ne reviendra peut-être pas. Et donc, dans cette émission, c'est marrant, c'est ma mère qui m'en a parlé. Bisous, maman. Dans cette émission, tu entends l'analyste dire il a conseillé, il y a des gens qui ont conseillé le Premier ministre albanais de ne pas aller aux États-Unis parce que ce n'est pas une bonne idée. Et le Premier ministre qui dit non, je vais aller parce que si j'y vais pas, ils vont me chercher comme Maduro. Et genre, c'est vraiment un truc qui a circulé. Oui. Vas-y, bah, c'est là que, parce que la première partie de l'analyse, c'était un deal. Nicolas Maduro était d'accord pour des raisons qui lui sont propres pour se faire exfiltrer. Nicolas Maduro, chose importante à préciser, qui par l'intégralité de la communauté internationale était considéré comme pas un président légitime. Ça, c'est encore une fois, je vous renvoie au live d'Alexis, où en gros, même des gens comme Justin Trudeau, donc plus deep state à gauche mondialiste que Justin Trudeau, c'est difficile de le faire. Il y a Macron, mais même un type comme Justin Trudeau, il t'avait dit on reconnaît pas. En gros, le Canada ne peut pas reconnaître dans l'état actuel la présidence de Maduro suite à aux dernières élections. Il y avait eu tout un tas de malversations qui avaient été faites et même pas discrètes. Donc on a un type qui est pas un président légitime et qui donne son accord avec les États-Unis pour se faire exfiltrer dans le cadre d'un deal qu'on arrive à pressentir. Et d'un autre côté, maintenant, tu as Trump qui se sert de ça pour dire si jamais vous n'êtes pas content, j'arrive chez vous et je vais vous prendre et je vais vous faire ce qu'on veut. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un effet d'annonce. Est-ce qu'il est allé prendre et destituer contre sa volonté et contre la volonté du peuple un président en exercice ? Non, ça n'est pas arrivé. Donc tout ça, c'est un bluff absolu, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que Rama est en train de succomber à ce bluff. Mais là, tu réponds comme si tu répondais justement à ton copain, l'autre Rudy, tu vois. Mais là, on discute ensemble. Moi, ce que j'essaie de dire... Je suis pas fâché, je suis un peu ce que j'essaie de dire... Non, c'est très bien, mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu dis qu'il n'est pas allé au Venezuela pour enlever le président et tout. Si, c'est pas parce qu'en fait, il l'a pas fait avec l'image qu'il a donnée au reste du monde. Il l'a fait à travers un pacte, mais il l'a fait quand même. Parce que justement, c'est là où il faut garder les yeux ouverts et éviter de tomber dans les œillères patriotes, tu vois, qui un jour justifieront des meurtres terribles si on ne fait pas attention. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec ça. Le peuple vénézuélien dans tout ça. C'est bien de parler de Maduro, élection, fraude américaine et tout ça. Le peuple du Venezuela. Donc cette histoire est vraiment sale, mais posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple vénézuélien maintenant ? Que vous inspire cette nouvelle ? Je vous mets 2 vidéos et après on discute. Comme tout le monde le sait, dit Trump, le secteur pétrolier au Venezuela est en faillite depuis longtemps. Ils ne produisent presque rien en comparaison à ce qu'ils auraient pu produire. Donc là, on est dans l'exploitation. Genre, il te dit, on peut surexploiter et ils ne le font pas. Donc ça, pour lui, c'est un problème. Pour moi, déjà, c'est pas une bonne approche. Mais bon. Et de ce qui aurait pu se passer, bref. Nous allons faire intervenir nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes au monde, investir des milliards de dollars, réparer l'infrastructure gravement endommagée, l'infrastructure pétrolière, et commencer à générer des revenus pour le pays. Première vidéo. Deuxième vidéo. Nous dirigerons le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons pas permettre à quelqu'un d'autre de prendre le contrôle et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant de nombreuses années. Nous dirigerons le pays, donc il dit, nous dirigerons le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Ah non, ça recommence, pardon. Voilà. Écoute. Donc, il demande rien à personne et il œuvre comme s'il était le président du Venezuela, sans poser la question à qui que ce soit. Oui, il a fait le deal, mais ce deal-là, ça lui donne le contrôle du Venezuela et ça lui donne accès aux ressources du Venezuela qu'il ne fera pas exploité par des compagnies vénézuéliennes qu'il aurait pu construire pour que tout l'argent reste local s'il voulait le bien du pays, etc. Non, il va envoyer les Américains. Premièrement, dans le pétrole qu'il dit qu'ils vont acheter,
il y a une partie qui ne sera pas payée parce que toute l'opération doit être payée par quelqu'un. Et c'est le Venezuela qui le paie avec le pétrole du Venezuela. Donc, une partie du pétrole sera récupérée gratos. Et c'est les compagnies américaines qui vont mettre les mains dessus. C'est la même chose qu'avec les autres opérations où ils enlèvent un dictateur, blabla. C'est juste que là, ils l'ont fait autrement, en fait. Vu de façon beaucoup moins discrète. Voilà. Je comprends ça. Mais déjà, Venezuela était jusque-là le pays où il y avait le plus grand taux de pauvreté extrême parmi la population. Et ça, justement, Alexandre, celui que j'ai aidé avec son chalet, qui a vécu en Amérique du Sud, il m'a raconté que lui, qui était chaviste quand on était étudiant, etc., quand il est venu là-bas, il s'est rendu compte que, c'était la misère, la criminalité. Voilà, la théorie et la pratique sont pas du tout les mêmes. Et qu'en gros, il y a une caste qui a remplacé une autre et que le peuple était complètement pillé, de toute manière. C'est-à-dire qu'ils étaient à zéro. Auparavant, c'était les compagnies américaines qui exploitaient déjà le pétrole vénézuélien, notamment le Exxon, si je ne me trompe pas. Et c'est un pétrole très particulier qui est lourd. Et en fait, pour pouvoir le raffiner, il faut des installations particulières. Et quand Venezuela, il a nationalisé les entreprises d'exploitation de pétrole, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échanges qui se faisaient avec les États-Unis. Et donc, du coup, les infrastructures devenaient vétustes et que le Venezuela ne s'en sortait pas avec son propre pétrole. Donc, ce qui fait Trump, je dis pas que ça... Est-ce que je peux, parce que tu prends un point par là que je voulais mentionner, les infrastructures qui étaient des infrastructures américaines et puis que du jour au lendemain se sont retrouvées des infrastructures vénézuéliennes sans aucune compensation aux compagnies qui les avaient construites. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas un grand défenseur des Exxon et Total et compagnie. On est d'accord, les compagnies pétrolières sont des compagnies pétrolières. Maintenant, on se retrouve dans une situation où ces compagnies se sont complètement fait défroquer par le gouvernement Chavez lorsqu'ils ont nationalisé tout ça. Défroquer, ça va. Ils ont des gros frocs. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des milliards d'infrastructures qui ont été, c'est les tiennes, non, c'est plus les tiennes. Même si on parle des sociétés, de certaines des sociétés les plus riches du monde, à un moment donné, c'était à eux et puis maintenant, c'est plus à eux. Oui. Ce que je veux dire. Alors, si ça avait profité au peuple vénézuélien, très bien. Mais comme l'a dit Nico, c'était pas le cas. Je te rends la parole, Nico. Vas-y. Voilà. Donc ça ne profitait pas. Le pétrole vénézuélien ne profitait pas aux Vénézuéliens. Et même les bénéfices, apparemment, les retombées, ils n'y étaient pas, puisque c'était le peuple qui vivait le plus dans la misère. Alors, est-ce que ça va changer ? Ça, je n'en sais rien. Il n'y a que l'avenir qui nous montrera si les Vénézuéliens vont vivre mieux depuis qu'il y a ce changement qui s'est produit ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que leur situation était déjà dramatique. Ils vivaient réellement dans une misère et dans un pays qui est censé être le plus riche de l'Amérique latine. Donc, il se peut que leur amélioration s'améliore. L'avenir nous le montrera, mais en tout cas, la situation dans laquelle elle était, elle devait changer. Elle devait changer parce que c'était horrible de vivre dans une misère Je suis pareille. entièrement d'accord avec ça. Maintenant, moi, quand j'enlève tous les filtres de perception et je prends de la hauteur maximale, ce que je vois, c'est que les États-Unis, avec cette histoire cinématographique là, de Maduro et tout ça, ils ont maintenant accès au Venezuela, ok ? Ils contrôlent le Venezuela et les ressources du Venezuela. Les raisons derrière toute l'histoire, patriote, machin, tout, tatitata. Mais avant, c'était la CIA qui le contrôlait, c'est ce que tu as dit. Ce que je veux dire, Rudy, c'est que tu peux regarder la situation en te basant sur les faits, ou tu peux essayer de comprendre la situation en te basant sur différentes versions qui existent, mais factuellement, qui c'est qui contrôle les ressources du Venezuela maintenant ? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Qui c'est qui contrôle la politique, le pays Venezuela maintenant ? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Point. Non, mais ça, encore. Parce que tu peux pas dire ça sans prendre en compte le reste, Léo. Tu te dis, là, effectivement, moi aussi, ça me choque que t'as un pays, il arrive, il dit, maintenant, les patrons, c'est nous. Et le peuple, non, on s'en fout. On n'organiserait pas des élections. Ok, organisons des élections dans un pays où on a Smartmatic et Dominique. Regarde comment comment on organiserait des élections pour les Vénézuéliens. Genre, mais mec, pour qui ils se prennent ? Pour qu'ils se prennent. Léo, je veux dire, on vient de dire que c'était le pays où on avait carrément inventé la fraude électorale moderne.
Donc, si jamais cette fraude électorale est, comme on le pense, dans les mains des Soros et des Deep State et compagnie, organise des élections avec les infrastructures du pays et tu te retrouves avec le résultat. Oh là là, dis donc, le mec que Soros il a soutenu, il a pris 87% des élections. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, ce serait bien qu'il en soit autrement, mais il faut prendre l'intégralité de la situation. Et aujourd'hui, on a des infrastructures qui ne permettent pas à quelqu'un d'autre que le poulain de Soros et du Deep State d'arriver au pouvoir. Donc, est-ce que c'est bien la situation? Est-ce que c'est idéal? Non. Mais en l'occurrence, moi, c'est ça que je dis. Je dis factuellement, nous sommes dans une invasion. Point. Oui. Ils ont Absolument. pris le contrôle du Venezuela et des ressources. Point. Qu'est-ce que Trump va faire avec ça? Écoute, attendons de voir. Attendons de voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une invasion, vois, moi j'appellerais ça une invasion si comme le disait très justement Nico. Laisse-moi te dire quelque chose. En tant qu'Albanais, c'est extrêmement frustrant d'entendre des histoires comme ça. Pourquoi? Parce que nous, en Albanie, on a la plus grande source de bitume en Europe. Et à cause de ces enfoirés de corrupteurs occidentaux, ils sont venus, ils ont proposé des valises d'argent à un politicien et il leur a vendu la mine de bitume pour 15 000 euros. Alors que ça produit des centaines de milliers par jour. Et ça a été vendu 15 000. Et c'est l'Occident. Et c'est l'Occident. Attends, c'est l'Occident qui exploite ces mines. Et nous, en Albanie, on doit importer. On doit importer l'asphalte et le mazout et toutes ces conneries-là pour faire nos routes. On a des routes de merde parce que ça nous coûte super cher, alors qu'on a la mine là-bas. Pourquoi? Parce que y a l'Occident qui a décidé qu'on n'est pas assez intelligent pour s'en servir nous-mêmes. C'est arrivé pareil en France. La France, ça fait partie de l'Occident. On avait la technologie nucléaire de pointe, la meilleure au monde. Par le Deep State occidental, si tu préfères. Mais encore une fois, en l'occurrence, les ressources, elles ont été prises par les Américains. Et ce que j'essaie de dire là, c'est que essayons de regarder la situation à la fois avec le filtre des patriotes et à la fois de se débarrasser de tout ça pour éviter de tomber dans des pièges. Parce que vraiment, si on ne garde pas les yeux ouverts là, il y a moyen qu'on part en couille et qu'on tombe dans la complicité à des choses qu'on n'a pas envie. D'accord. Je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a une vraie différence entre dire le Venezuela appartenait aux Vénézuéliens et d'un coup Trump il est arrivé, il a pris contrôle du Venezuela, et dire le Venezuela appartenait au Deep State mondial qui est de notoriété publique, une espèce de grosse saloperie pourrie jusqu'à la moelle. Et maintenant, c'est les Américains qui vont en faire peut-être quelque chose de bien, peut-être quelque chose de dégueulasse. Le futur nous le dira. Mais en tout cas, maintenant, on connaît le propriétaire. Maintenant, on connaît le propriétaire. C'est ça c'est le seul avantage, en fait, par rapport à la situation précédente jusqu'à maintenant. Voilà. Ils n'ont pas fait comme ils faisaient avant, où ils mettaient un des leurs. Ils faisaient croire aux gens qu'il va changer. Non, ils te disent clairement, non, là, c'est nous. Tu vois? Et donc, c'est ça. Moi, ça me rappelle la Bible qui dit, on verra la bête sortir, tu vois? Et les gens, ils seront genre, oh, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est cette chose qui était là tout le temps, en fait. Tu vois? Et là où je suis Trump, tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'on ne sait pas où ça va aller et qu'il faut garder les yeux grands ouverts et pas dire, ah, c'est génial. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, avec toutes les nuances que j'ai apportées dans les quelques minutes. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand la Bible te parle de la bête, tiens, je voulais faire ça plutôt à la fin du live, mais ça sera beaucoup plus pertinent maintenant. Si on va à l'Apocalypse, parce que pour moi, c'est ça mon plan à moi. Hein. Mon plan que je suis pour le futur et tout ça, c'est l'Apocalypse, c'est pas les postes de Q. Les postes de Q expliquent certaines choses, mais jusqu'à un certain point. Pour le reste, et donc si on va sur 13, voilà, il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Blablabla, le dragon, qui est le chaos, la peur, tu sais, lui donna sa puissance et son trône est une grande autorité. Et bref, tout ça pour dire, ça c'est la bête qui monte, et les gens adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça, c'est très important de garder en tête. La bête, quand elle viendra, les gens, ils seront émerveillés avec la bête, en train de dire « Wow !» C'est vrai qu'il y a un parallèle qui est quand même assez étonnant qu'on peut établir entre ce texte-là et la situation géopolitique du monde en ce moment. Ça, je te l'accorde volontiers. Et je tiens à rappeler, parce que c'est une analyse qui est beaucoup plus fine que les conneries dogmatiques qu'ils nous proposent, tu vois, qui sont complètement radicalisées avec des légendes et des trucs comme ça. Si tu prends Apocalypse 17,
Sur 17, il te donne une explication très simple. Il te dit, sur la bête, les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée qui est Babylone, qui est la civilisation actuelle, tu vois. Ils la dépouilleront et la mettront à nu. Ils l'exposeront aux yeux de tous. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc cette histoire de la bête qui revient d'une certaine façon, c'est le jugement de Babylone par la bête. Okay? Donc c'est quelque chose qui est inévitable, qui est comme ça, mais c'est là où nous devons avoir les yeux grands ouverts et les oreilles aussi pour éviter de glorifier l'outil de jugement, parce que c'est Dieu qu'il faut glorifier, pas l'outil du jugement. Tu vois ce que je veux dire? Il lui arrive quoi à la fin, la bête, dans l'histoire? Ça fait longtemps que j'ai pas lu le texte. Est-ce que c'est marqué Alors, fois qu'elle a fait à son la boulot, fin, la c'est bête, ça qui est intéressant. Si tu veux, la version ésotériste que même les élites connaissent et tout ça, et c'est pour ça qu'il y a tout ce bordel dans le monde, c'est qu'à la fin, quand cette bête cumule beaucoup trop de pouvoir et qui commence à vraiment devenir insupportable pour le vivant, la Russie et le monde islamique vont se retourner contre elle et ils vont la cramer en une journée. L'islam et le christianisme orthodoxe vont faire ça. Unis Le contre roi la du bête. Nord, le roi du Sud. Et ils vont la détruire. Okay. Et c'est pour Gog ça, et Magog et compagnie, c'est ça? c'est pour ça que tu as cette opération depuis très longtemps de salir l'image de l'islam, en fait. Ouais. Et de la C'est Russie. salir l'image de l'islam parce que derrière toutes ces histoires terroristes, des guerres à la con, machin truc, c'est la CIA. Ce n'est pas l'islam. Tu vois ce que je veux Il y dire? a les frères musulmans. D'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus qui était très intéressant aussi, sur le lien entre les frères musulmans et la CIA et le Deep State et tout ça. Je ne sais pas si tu l'as mis, mais très très bon épisode. Je crois, ouais, peut-être un peu plus bas. Bref, tout ça pour dire que la situation mérite notre attention parce que c'est pas noir ou blanc. C'est pas Trump est gentil ou Trump est méchant. Trump, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire il est en train de devenir le président que l'humanité demande. L'humanité veut quelqu'un qui gère le monde comme du business pour rentabiliser, etc. Très bien, c'est ce que Trump fait. Mais en le faisant, il nous montre, nous, qu'est-ce qu'on est, nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que là, il te parle des ressources de pétrole, pas à un moment, il te parle de la nature. Est-ce qu'on la laisse en paix, la nature? Non, il faut l'exploiter. Tu vois, notre mère, celle qui nous donne le corps, celle qui fait que la vie existe, qui a un corps, tu vois. Il faut l'exploiter, il dit. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Mais après, est-ce que tout ce qu'il fait est mauvais? Non plus. Il n'y a rien qui est blanc ou noir. Est-ce que nous, on est parfait? Est-ce que nous, on est blanc? Est-ce que toi, tu es blanc, Rudy? Parfaitement pur et tout ça. On va se faire couper ce truc-là et on va se faire passer pour des suprémacistes. Je te jure, ça pas blanc, cette histoire. Non, je suis à moitié libanais. Non, mais est-ce que tu es blanc? J'entends la pureté, tu sais. C'est Bien sûr que non, bien sûr que non. On a tous des tâches. Est-ce qu'on est tous mauvais que mauvais? Non. Non. Et on n'est pas tous que mauvais, on n'est pas tous que bons. Et le monde, c'est pas juste noir ou blanc, tu vois. C'est ça le fruit du bien et du mal. Quand tu commences à voir les choses comme ça, c'est là où on peut avoir des malentendus.